contexte de la critique externe, dans la critique externe, nous avons fait mention de la vision de certains auteurs qui ne sont pas d'avis avec l'auteur du texte, notamment Blaise Pascal. Et nous avons cité saint Thomas d'Aquin dans son ouvrage La Somme contre les gentils. Il évoque que c'est à bon droit, la citation elle est là, c'est à bon droit que les vérités inaccessibles à la raison sont proposées aux hommes comme objet de foi. Donc évidemment, j'avais parlé de la vérité de la foi et la vérité issue par jugement rationnel. Donc ici, il y a confrontation entre ces deux types de vérité. C'est la vérité de la foi qui va primer sur la vérité de la raison, parce que la lueur de la raison est faible pour accéder à la vérité de la foi. Parce que la vérité de la foi est foncièrement basée sur la croyance totale, la croyance ferme aux révélations faites par Dieu. Donc, quand on y croit à cette révélation, ça veut dire qu'on a la foi véritable. Si on a la foi véritable, on accepte la vérité de la foi. Même si quelque part, nous n'arrivons pas à expliquer de façon rationnelle certains phénomènes qui nous intriguent beaucoup dans la vie courante, nous ne pouvons pas avoir des explications rationnelles à ces phénomènes-là, mais plutôt une explication de la foi, parce que c'est la foi qui va prendre la relève en ce moment, comme le disait Emmanuel Kant, sensualiste, philosophe sensualiste de son état, et il a dit quelque part que j'ai dû limiter ma raison au profit de la foi, parce que dans sa métaphysique, il s'est préoccupé à répondre à des questions qui lui transcendent de l'esprit, mais hélas, il n'est pas parvenu à trouver des réponses adéquates à ces antinomies-là. Ces antinomies qui nous posent d'énormes problèmes dans le domaine de la philosophie, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pu trouver des explications convenables à ces phénomènes. Et ces phénomènes restent toujours inscrits dans la métaphysique. Donc, pour nous soulager, pour satisfaire notre curiosité, on est obligé d'accorder de la place à la vérité de la foi. Donc tout s'explique par ça. Donc la raison donne place à la foi. Parce que la raison ne peut pas tout prouver, la raison ne peut pas tout démontrer. Donc, compte tenu de cet état de fait, on privilégie la foi au détriment de la raison. Donc, saint Thomas d'Aquin, il n'est pas d'avis avec Blaise dans ce sens-là. À cela, on peut ajouter également Platon. Platon, qui, à travers son allégorie de la caverne, notamment son mythe de la caverne, il parle de la vérité. Il dit, pour connaître avec certitude, il faut exercer une dialectique ascendante. Une dialectique ascendante. Alors, que veut dire la dialectique ascendante? Et cela fait allusion à l'allégorie de la caverne, notamment au mythe de la caverne. Et Platon, il s'est servi d'un mythe pour expliquer sa théorie des idées. Donc, cette théorie des idées qui conçoit deux mondes différents, c'est-à-dire le monde sensible et le monde intelligible. Et le monde sensible, selon sa conception, c'est le faux monde, le monde de l'imagination, le monde qui ne reflète pas la réalité. Ça, c'est le monde sensible. Maintenant, le monde intelligible, c'est le monde de la vérité, le monde des réels, le monde des idées concrètes. Et ce monde intelligible se trouve à l'extérieur d'une caverne, parce qu'il part de l'explication d'une caverne pour expliquer sa théorie des idées. Maintenant, l'intérieur de la caverne est considéré comme le monde sensible, où il y avait des prisonniers enchaînés l'un derrière l'autre, tenant autour du cou une chaîne. Ces prisonniers qui étaient dans la caverne depuis belle lurette n'avaient pas connaissance du monde extérieur. C'est-à-dire le monde extérieur, ça c'est l'extérieur de la caverne. Donc, tout ce qui était extérieur à la caverne est considéré comme le monde intelligible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe
dans cette caverne-là. Ces prisonniers qui sont dans la caverne depuis un bon moment avaient tous les regards qui est fixé sur un écran. Tous leurs regards étaient rivés sur un écran qui se trouvait devant eux. Alors, sur l'écran, ils pouvaient remarquer l'image des objets qui passaient dans le monde intelligible, c'est-à-dire dans le vrai monde, qui est le monde des idées. Donc, c'est à travers les rayons solaires ou encore à travers un feu brûlant, puisque c'est un mythe, il faut le concevoir comme ça. Donc, ce feu brûlant qui reflète sur les objets et l'image des objets est directement reflétée sur l'écran. L'image est projetée sur l'écran à l'intérieur de la caverne. Maintenant, les prisonniers qui observaient cette image-là, rien n'avait stimulé leur curiosité. Mais il y aura un seul qui serait curieux de savoir d'où provenait cette image-là. Et à partir de là, ce prisonnier-là, il va se déchaîner, il va se détacher de sa chaîne pour se libérer. Donc, alors, sa libération peut bien s'expliquer parce qu'il y a quelque chose qui lui a stimulé l'esprit, qui lui a poussé à savoir d'où provenait cette image-là. C'est par la suite qu'il va se déchaîner pour chercher réellement d'où provenait l'image. C'est comme ça qu'il va se détacher et il va sortir parce qu'il aura le réflexe de savoir que l'image provient d'ailleurs. Donc si l'image provient d'ailleurs, lui doit s'extérioriser de la caverne. Il doit s'extérioriser de la caverne pour aller chercher l'évidence, c'est-à-dire pour aller chercher la connaissance vraie. Donc quand il va sortir, il va trouver qu'il y a un monde intelligible qui est là, le vrai monde, c'est-à-dire le monde des objets. Donc les objets qui passaient en boucle, dont l'image était projetée sur l'écran, et là il serait satisfait parce que c'est la curiosité et l'étonnement qui lui ont poussé à sortir de la caverne. Une fois dehors, il va voir que les objets réels existent. Donc, l'apparence n'est plus là. L'apparence, ça, c'est dans la caverne. Maintenant, la réalité, c'est à l'extérieur. Maintenant, il va rentrer en contact avec les objets sensibles, les objets qu'il va percevoir, qu'il peut toucher, les objets qui existent réellement. Les statuettes qui sont dans le monde intelligible existent réellement. Donc, à travers son aventure dans le monde intelligible, il va maintenant s'acquérir de toutes les connaissances nécessaires, de toutes les vérités nécessaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il continuer son aventure ou va-t-il redescendre dans la caverne? Évidemment, il va descendre dans la caverne parce qu'il aura une mission, et cette mission est celle de conscientiser et celle d'informer ses congénères qui sont dans la caverne, qui sont considérés comme des prisonniers à 100%, parce qu'ils n'ont pas préféré la liberté, ils ne se sont pas libérés. Il va descendre dans la caverne, et cette descente-là, c'est ce que Platon appelle la dialectique descendante. Parce que la dialectique ascendante, ça c'est la sortie. Donc il va accéder, il va sortir. Il va sortir de la caverne, pourquoi? Parce qu'il veut aller se soulager. Parce qu'il a été curieux de savoir ce qui s'est passé à l'extérieur. Donc, sa sortie est considérée comme la dialectique ascendante. Quand il sort, c'est pour aller acquérir la vérité. Donc, il serait témoin de la vérité. Ce qu'il observait dans la caverne, ça c'était l'apparence, le faux. Parce que entre l'image d'une belle voiture et la voiture elle-même, qu'est-ce qui est réel? Évidemment, c'est la voiture qui est réelle. Et si on nous demande d'opérer un choix, on ne va pas prendre l'image, c'est plutôt la voiture que nous allons choisir. C'est un peu ce cas du mythe de la caverne. Donc le réel, la voiture réelle, c'est dans l'intelligible. Et l'image, ça c'est le faux monde, c'est à l'intérieur de la caverne. Donc en sortant, Platon appelle ça la dialectique ascendante. Il va s'aventurer dans l'intelligible et ensuite il descendra dans la caverne. Donc sa descente est appelée la dialectique descendante. Maintenant, quand il va venir informer ses congénères, ses camarades prisonniers, ils ne vont pas lui croire. Ils vont lui traiter de tous les noms. Ils lui diront que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules. Comment il peut avoir un autre monde différent de notre monde dans lequel nous y sommes?
Donc, il va essayer de les conscientiser, de leur montrer qu'il y a le monde intelligible, qui est le vrai monde, le monde des idées. Donc, c'est à partir de là que la vérité va faire surface. Donc, c'est ce prisonnier qui s'est détaché naturellement est appelé le philosophe, parce qu'il aura l'allure d'un philosophe, il aura tout le caractère d'un philosophe. Parce que le philosophe, c'est quelqu'un qui s'étonne beaucoup. Et maintenant, s'il s'étonne, c'est parce qu'il y a une insuffisance. Il ne connaît pas, il ignore certains détails. Maintenant, pour acquérir les détails, il faut sortir, il faut chercher la vérité, il faut chercher l'évidence pour que le doute soit dissipé. Maintenant, les autres qui sont restés, ce sont des profanes, on peut le dire, des ignorants. Ils n'ont pas cherché à savoir. Donc, c'est ça la différence entre un philosophe et un non-philosophe. Donc, pour Platon, ici, toujours dans l'allégorie de la caverne, il veut montrer que la vérité est accessible grâce à la dialectique ascendante. Il sort pour aller voir ce qui se passe. Donc, à partir de cet instant-là, il va acquérir tout ce qui est vrai. Après, nous avons René Descartes. Dans son rationalisme, il dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et ce bon sens-là n'est rien d'autre que un bon état d'esprit, un état de morale. Un état de morale. Donc, si chacun investissait sa raison aux choses, alors ce qui est évident, le mal serait réduit dans ce monde-là. Donc, si vous voyez qu'il y a plus de mal, il y a l'injustice, il y a la déroute de la morale, la déroute de l'éthique dans notre monde, c'est parce que chacun n'utilise pas à bon escient ce bon sens-là aux choses. Donc, si nous utilisons le bon sens aux choses, c'est que sûr, le monde va vivre calmement, le monde va vivre dans une situation de quiétude. Mais, malheureusement, tout le monde ne peut pas user le bon sens. Et ce bon sens, comme l'appelle Descartes, c'est la raison, tout simplement. Donc, il faut appliquer cette raison-là aux choses. Donc, pour l'appliquer, il faut avoir d'abord l'idée, la notion. C'est pourquoi il a parlé des maximes, René Descartes. Mieux vaut changer son désir que de vouloir changer l'ordre du monde. Ça, c'est une maxime qui provient de René Descartes. Alors, donc, à cela, on ajoutera aussi l'intuition et la déduction. Parce que nous sommes dans le contexte de la philosophie. L'intuition, ça, c'est le fait d'accéder à la vérité de façon immédiate, sans expérience. Quand je dis accéder à la vérité de façon immédiate, sans expérience, c'est une façon aussi d'accéder à la vérité. Donc, on peut avoir une intuition sur quelque chose et précipitamment, on peut alors faire un jugement sans prendre des précautions, et ce que nous allons dire et ce que nous allons concevoir comme vérité va coïncider réellement à l'état des faits. Par exemple, quelqu'un qui arrive à dire subitement l'heure qu'il fait, et quand on procède à l'expérience, quand nous regardons la montre, et on se rend compte que alors l'heure qu'il avait prononcée, et c'est ça l'heure. Donc ça c'est l'intuition. Accéder à la vérité de façon immédiate, sans expérience ni rien. Maintenant, la déduction aussi est une forme pour accéder à la vérité. Par exemple, si nous prenons le syllogisme d'Aristote, ce syllogisme qui nous parle des prémices, d'abord, la science du raisonnement que Aristote appelle le syllogisme est représentée par deux prémices et une conclusion. Et les deux prémices sont, d'abord il y a la primaire, c'est quand Aristote dit que tous les hommes sont mortels. Ça c'est la première prémisse qui est la majeure, je voulais dire. Cette première prémisse qui est appelée majeure, qui dit tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Ça c'est la deuxième maxime. Donc, forcément, il y aura une conclusion que cela en résulte nécessairement. Quand on dit tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, maintenant en conclusion, nous pouvons en déduire que Socrate est mortel. Et là, c'est une base de vérité qui est là. Ça, c'est une logique incontestable qui est là. Tous les hommes sont mortels, la première prémisse.
Or, Socrate est un homme, deuxième prémisse, donc Socrate est mortel. Donc la conclusion, elle est juste. Parce que nous avons accédé à la vérité grâce à la déduction. Donc on en déduit que Socrate est mortel. Il est mortel parce qu'il est parmi les hommes mortels. Et c'est un fait qui s'est avéré et c'est juste et c'est réel. Donc il n'y a pas que la vérité de la foi et la vérité de la raison. Donc il y a plusieurs formes de vérité en philosophie. Il fallait faire l'exposé de chaque type de vérité. Et c'est ce qui rend un peu complexe l'univers de la philosophie, parce que ce problème reste toujours d'actualité en philosophie.